Edoui, que devrait faire la gauche? Elle devrait écouter la société, accompagner la société, défendre la société, apprendre de la société. Si la gauche est dans la panade aujourd'hui, si elle est divisée, si elle est très déconnectée, très minoritaire par rapport à un débat public qui est pourri par une idéologie d'extrême droite, c'est parce que depuis presque 4 décennies, elle a oublié que c'était ça son ressort. On pourrait dire d'ailleurs pas que la gauche, la République, au sens où elle a des adjectifs, une République sociale, démocratique. Quand il faut changer les choses par rapport à des intérêts, par rapport à des privilégiés, par rapport à des dominants, comment on le fait? En mobilisant la société. Et c'est la société elle-même qui du coup amène à l'agenda des thématiques que les professionnels de la politique ont oubliées. La gauche, son drame, depuis qu'elle est vraiment arrivée au pouvoir sous la Ve République, depuis les années 80, c'est qu'elle s'est identifiée à l'élection d'un seul, le présidentialisme, donc à la confiscation de la volonté de tous par le pouvoir d'un seul, mais aussi à l'État, à la responsabilité, au fait de devoir gouverner, de représenter l'État, comme si l'État n'était pas aussi lié à des intérêts, comme s'il était neutre, comme s'il était indépendant des rapports de force sociaux. Et du coup, pendant ce temps-là, cette gauche, toutes ces générations, quel que soit cet itinéraire, elle s'est progressivement méfiée de la société. Elle l'a regardée d'en haut, elle l'a méprisée. Et du coup, elle a oublié son histoire. La gauche ou la République, dans son mouvement, c'est un refus, c'est une négation, le refus des injustices, le refus des inégalités. Et quand on prend toute l'histoire, on voit ça. Les premiers révolutionnaires de la Révolution française en 1789, le Club breton, pour beaucoup, ils étaient propriétaires d'esclaves en Haïti. Et du coup, la question de la révolution haïtienne a fait surgir une question qu'ils ne voulaient pas voir. De la même manière, ensuite, la gauche du XIXe siècle, les avocats, les médecins, les journalistes, ils parlaient à la place des ouvriers. Et à un moment, les ouvriers ont surgi et se sont organisés. Cette même gauche ou cette République, elle pouvait accepter le colonialisme, la domination d'un peuple par un autre, l'idée de civilisation supérieure à d'autres, de nation supérieure à d'autres. Et du coup, les colonisés sont venus et lui ont rappelé autre chose. Et là, qui sauve la gauche symboliquement, c'est Louise Michel qui, quand il y a la révolte kanak en Nouvelle-Calédonie, elle est déportée avec d'autres communards. Eh bien, il y a des communards qui choisissent le camp de la répression et elle déchire son drapeau rouge et elle le donne en 2 morceaux à ces révoltés. De la même manière, les femmes, la gauche comme la République s'est longtemps habituée à l'idée que le pouvoir, la politique, c'est le virilisme et c'est encore présent, c'est une affaire d'hommes. Et le féminisme, dans ses premières versions comme dans la toute nouvelle avec MeToo, a rappelé autre chose, les migrants. La solidarité avec le monde, l'interdépendance du monde, qui sont les héros de la résistance que nous célébrons, la MOI avec le groupe Manouchian, la main-d'œuvre ouvrière immigrée, et c'est eux qui ont sauvé l'honneur, alors que beaucoup d'élites, y compris issues des gauches républicaines, avaient accepté la collaboration. La jeunesse, tous ces mouvements qui ont ébranlé la société dans les années 60, 70, eh bien, ça a ébranlé des partis politiques qui considéraient que cette jeunesse, elle devait rester à sa place, qu'elle n'avait pas de droit, pas d'autonomie. Et puis enfin, le climat, tout bêtement. D'où vient l'agenda climatique dont tout le monde parle aujourd'hui? De gens qu'on a considérés comme des minorités, comme des extrémistes, au point, sous une présidence de gauche, la présidence française, de faire un crime d'État, un attentat terroriste contre le mouvement Greenpeace en 1985. C'est ça, la gauche ou la République. Ce n'est pas un certificat de naissance, ce n'est pas un certificat de baptême, c'est quelque chose qui s'actualise tout le temps dans cette rencontre avec la société, dans l'intelligence de la société. Le moteur, c'est l'égalité. Et on le voit bien en discutant de l'urgence climatique. On a toujours à apprendre de ce moteur qu'est l'égalité. L'égalité sans distinction d'origine, de condition, de sexe, de genre, de croyance, d'apparence. Mais qu'est-ce que nous apprenons, nous, les hommes, avec notre vision verticale du homme, les humains, verticale du monde? Eh bien, c'est cette égalité avec la nature, que nous faisons partie de la nature, que la nature, elle ne fonctionne pas comme nous. Et elle nous rappelle à l'horizontalité, à l'interdépendance. On nous coupe la tête, nous ne sommes plus rien. On coupe un
une branche, on coupe une racine, un arbre continue à pousser. Cette interdépendance. Et derrière cela, il y a un apprentissage qui est au cœur d'au fond ce qu'on pourrait appeler non pas une politique écologique, mais ce qu'appelle le défi de civilisation qui est devant nous, une écologie de la politique, sortir des logiques de domination. Et nous voyons bien dans nos débats aujourd'hui que les logiques de domination sont aussi des logiques de prédation. Quand nous entendons les horreurs du débat public aujourd'hui, nous entendons des gens qui sont racistes, qui sont ségrégationnistes, qui sont suprémacistes, mais qui nient aussi le changement climatique, mais qui refusent l'égalité avec les femmes, qui pensent que la domination masculine est quelque chose de naturel. Tout ça s'emboîte. Sortir des logiques de domination et de prédation, apprendre de la fragilité du monde, apprendre de l'incertitude. Et là, nous avons aussi la réponse. La vieille politique, qui est obsédée par le pouvoir, où les partis politiques, il n'y a plus que des élus, des apprentis élus, des collaborateurs d'élus, la conquête du pouvoir, et du coup on en oublie la société, et du coup on l'ignore, et du coup on la perd, et du coup on n'a plus de militants, et du coup on n'est plus apprenant par la société, on méprise les luttes de la jeunesse, des racisés, les luttes des gilets jaunes contre la vie chère, les luttes de MeToo. Eh bien, qu'est-ce que elle dit ça par rapport à cette vieille politique, que justement la conquête du pouvoir, ce raccourci, cette obsession, nous fait perdre de vue l'essentiel. Et l'essentiel, c'est d'abord, et c'est un peu ce que dit ce livre à partir de tout le travail de Mediapart, de toutes les alertes que nous avons données depuis 10 ans, c'est cette porte étroite de l'espoir qui passe par cette idée que pour résister, pour inventer, pour lutter, il ne faut pas chercher une assurance, il ne faut pas chercher une garantie, il ne faut pas chercher un calcul coût-bénéfice. Il faut d'abord faire ce que l'on doit. Je cite dans ce livre quelqu'un qui pourrait être considéré comme le premier penseur de l'écologie politique, Gunther Anders. Et dans un superbe entretien des années 70, il dit « Et si je suis désespéré, que voulez-vous que j'y fasse ?» Il y a toutes les raisons d'être désespéré. Par le débat politique actuel, par l'urgence et par ce monde politique qui repartit dans une course électorale. Elle a ses mérites, je ne la méprise pas, mais elle n'est pas notre finalité. Il y a un lendemain des élections et nous savons combien cet oubli de la société se perd à chaque fois. Et ces gens, au fond, prennent leurs urgences pour l'essentiel et oublient l'urgence de l'essentiel. Et donc, nous sommes dans ce pari, et c'est ce pari-là qui construira le futur. Un vieux monde est en train de mourir. Il ne veut pas mourir. Il est violent, il est méchant, il est répressif, il est dans une logique identitaire. Il monte les uns contre les autres, d'où toutes ces idéologies racistes jusqu'au plus vieil antisémitisme qui renaît sous nos yeux dans notre pays aujourd'hui. Eh bien, ce vieux monde, de toute façon, il va mourir. Il va peut-être faire des dégâts, mais il est en train de mourir. Nous sommes du côté de ce nouveau monde qui tarde à naître, qui est là dans toutes ses mobilisations, dans toutes ses inventions, dans toutes ses dynamiques, dans toutes ses vitalités. Il est là. Il y aura sans peut-être des défaites, peut-être des déceptions, mais ce nouveau monde l'emportera. Entre-temps, bien sûr, dans cet entre-deux surgissent des monstres, et nous les avons dans notre paysage politique et médiatique français, mais dans tous les cas de figure, si nous faisons ce que nous devons, le moindre chose que nous devons faire, eh bien, nous serons du côté de cette renaissance, de cette émergence, de ce levain d'un nouveau monde. Un dernier mot. L'un des premiers penseurs de l'écologie politique était un anarchiste. Il s'appelait Pierre Kropotkin. Il était lui-même un savant. Il était lui-même un botaniste. Et il a fait un formidable livre, il y a de ça plus d'un siècle, qui s'appelait L'Entraide. Contre ceux qui avaient tiré Darwin d'un côté idéologique, l'idée que tout son travail sur l'origine des espèces se traduisait dans l'idée de sélection naturelle, que la règle de la nature, c'était la compétition. Et il dit c'est faux, c'est pas ça la nature. La nature, c'est l'entraide, c'est la solidarité, c'est le partage. Il suffit de regarder une plante pousser,
Et c'est là que nous devons apprendre. Du partage, de la solidarité, de l'entraide. C'est ça, le chemin, une porte étroite de l'espoir. Et j'ai fait ce à gauche de l'impossible. Vous comprendrez en lisant d'où vient ce titre, car c'est un hommage à un journaliste de la période où il fut minuit dans le siècle en Europe. Eh bien, c'est la porte qu'il faut essayer d'emprunter tous ensemble. Ça prend un certain temps pour arriver, on va dire, à transformer la colère, l'incompréhension en quelque chose qui fasse sens. Et donc, ce qui était important pour moi aussi, c'était de montrer que on est souvent dans un discours aussi aujourd'hui où on cherche à trouver la résilience dans des parcours difficiles de personnes. Et ce que je trouve dangereux avec ce discours-là, c'est que c'est un discours qui est extrêmement individualiste. Et on va dire, regardez comme elle va bien à un instant T. Et donc, vous voyez que c'est possible de s'en sortir. Mettons au hasard, si vous êtes une femme noire adoptée, on va vous prendre comme exemple du fait que voilà, tout peut bien se passer à la fin. Et donc c'est important pour moi de montrer que pour arriver à un certain type d'analyse, pour arriver à produire un discours politique sur un sujet, etc., dans mon cas, c'est d'abord passer par un certain nombre de flammes. Et donc je pense que ce qui serait utile pour les générations suivantes, c'est de ne pas avoir à vivre toute cette violence pour ensuite pouvoir en faire sens. Et donc c'est ça que je veux dire voilà, quand j'ai écrit cette phrase-là. Ouais. Revenons juste sur le titre, Une poupée en chocolat. C'est pas directement vous, c'est une amie, si je ne me trompe pas, dans le livre. Pourquoi vous l'avez choisi comme titre ? Parce que c'est vraiment, je pense, une des expressions autour de l'adoption qui m'a le plus choquée de toute ma vie. Et pourtant, j'en ai entendu des choses, des vertes et des pas mûres sur le sujet. Et c'est vrai, quand cette amie m'a raconté ce que lui avait dit donc sa mère adoptante, donc c'est dans le cadre d'une dispute, c'était une relation qui se passait mal, et elle essayait de comprendre pourquoi sa mère, qui ne fréquentait pas de personnes noires, qui n'avait pas d'intérêt particulier pour son pays d'origine, etc., l'avait adoptée. Et donc, je pense dans le feu de l'action de la dispute, sa mère lui dit, parce que j'ai toujours rêvé d'avoir une poupée en chocolat. Et quand mon ami m'a raconté ça, moi c'est vrai que ça m'a vraiment, ça m'a lancé dans un espèce de tourbillon où je me disais c'est quand même une drôle d'expression quoi. Une poupée en chocolat, ça se mange en chocolat. Donc qu'est-ce que ça veut dire au fond, même si c'est quelque chose qu'on dit sous le coup de la colère, etc. Le degré de réification, c'est-à-dire de transformation d'une personne en chose dans cette expression-là. Et du coup c'est vrai qu'à partir de là, je me suis vraiment posé cette question de quel est le statut des personnes adoptées. On parle beaucoup dans les textes du bien-être, de l'intérêt supérieur de l'enfant adopté, etc. Mais finalement, très peu de personnes sont venues nous demander, une fois qu'on était adulte, comment ça s'était passé, si ça nous avait plu, qu'est-ce qu'on aimerait améliorer, etc. Et surtout, on n'a pas été voir concrètement ce que ça voulait dire de traiter les adoptés comme des personnes. Et quand on est une petite personne, on reste une personne. Et donc se poser la question, par exemple, de l'âge auquel on peut commencer à recueillir le consentement d'une personne qui va être adoptée, et pas juste le consentement à l'adoption, mais par exemple, le consentement au déplacement. À 7 ou 8 ans, peut-être que si on vous demande est-ce que tu as envie de quitter le Burundi, la réponse va être non. Et ça, on devrait être en mesure de l'entendre. Mais en fait, tous les enfants en contexte occidental sont perçus comme effectivement la propriété de leurs deux parents. Ce que je dis, la version la plus, on va dire, caricaturale de ce discours, c'est le discours de la Manif pour tous, à savoir un papa, une maman, et dans cette idée que l'enfant serait la propriété de ses deux parents. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu de décentrer le regard et de rappeler que même en Europe, même dans les pays occidentaux avant la révolution industrielle, on avait une vision beaucoup plus fluide de la famille. On pouvait avoir plusieurs générations sous le même toit. On pouvait héberger un ouvrier agricole et avoir des enfants qui l'appelaient tonton alors qu'il n'y avait pas de lien biologique. Et puis dès qu'on se décentre du monde occidental et qu'on regarde, restons en France, la Polynésie française, on a un respect en France du droit coutumier polynésien, le Fahamura, qui dit que si on veut adopter un enfant polynésien, on ne peut pas rompre les liens de filiation antérieurs. Donc cette idée que les enfants n'appartiennent pas à deux personnes, comme un objet dans une logique donc capitaliste, matérialiste qui transforme les enfants, encore une fois, en objets, on a vraiment cette idée de se dire plutôt, pensons les enfants comme des membres de la communauté. Ce sont des membres de la communauté plus jeunes qui peuvent peut-être pas effectivement effectuer les mêmes choix que des adultes, mais ça devrait quand même nous poser question que c'est le seul groupe qui n'a pas de droit civique, que c'est le seul groupe à qui on demande assez rarement son avis sur plein de sujets qui le concernent. Et je veux dire, à partir de 14, 15, 16 ans, on commence à avoir une vision assez claire de la société, de sa place de la société, dans la société. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ça, c'est de voir comment l'adoption, finalement, c'est toujours une loupe et aussi peut-être un endroit où se jouent de façon plus poussée des choses qu'il y a dans le reste de la société. Et la réification des enfants, elle existe partout. C'est juste que dans le cadre de l'adoption, en particulier parce qu'il y a parfois une dimension marchande aussi, dans le fait de transférer les enfants d'un pays vers un autre, etc. Là, on arrive dans une version extrême de la réification, voire de la marchandisation des enfants. Et en plus, on leur dit de dire merci. Il y a une injonction à la gratitude pour ces enfants.
Oui, mais on en revient toujours à la question de la dépolitisation de la famille dans l'espace public. C'est-à-dire qu'on fait comme si le faire famille, comme si se rencontrer, etc., ce n'était qu'un sujet biologique, voire naturel. Alors que la famille, c'est un sujet éminemment social, c'est une construction sociale. Et donc, en fait, on doit toujours se poser la question, encore une fois, de qu'est-ce que la parentalité ? La parentalité, c'est d'abord un désir d'adulte. Ce sont les adultes qui veulent avoir des enfants. Personne ne demande à naître. Et donc, du coup, dans toutes les autres parentalités, même s'il arrive parfois que des parents considèrent que leurs enfants leur doivent quelque chose, mais on a quand même cette idée que, c'est un désir des adultes. Et puis, soudain, quand c'est l'adoption, là, en fait, il n'y a plus la question du désir des adultes. Il semblerait seulement qu'il y ait un besoin pour des mineurs isolés d'être adoptés. Et moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est de connecter tous les points en disant, bien sûr qu'il y a des enfants qui n'ont pas de famille, mais il ne faut quand même pas oublier que l'adoption, c'est d'abord dans l'autre sens. Ce sont des couples infertiles ou des personnes seules dans des pays du Nord global qui ont accès aux enfants de femmes précaires et pauvres, soit du Nord global et souvent racisées aussi, soit à des femmes et des familles des pays du Sud. Les trajets d'enfants ne se font que dans un sens. Oui. On ne voit pas de petits Suédois adoptés en Éthiopie. C'est pas un hasard en fait, ça résulte d'inégalités systémiques. Et donc ça, pour moi, c'est important. Puis vous soulignez que les parents adoptants ne partent jamais dans le pays où ils adoptent un enfant. Allez, s'y installer, et y vivre en fait. Alors, c'est très rare. Toujours un déracinement dans un sens et jamais dans l'autre. Oui, alors il y a des gens qui l'ont fait. Moi, j'avais lu un article quand j'étais à Montréal, justement, d'un couple de Québécois qui avait dit que eux, ils avaient décidé de s'installer en Haïti parce qu'ils avaient envie de faire famille, mais ils voyaient pas pourquoi ils déracineraient leurs enfants, et donc ça permettrait à leurs enfants de grandir dans leur culture d'origine, etc. Donc, c'est déjà arrivé, ça arrive. Mais c'est vrai que de façon générale, si on regarde surtout au début de la pratique, donc à partir de la Deuxième Guerre mondiale, on déplace les enfants. Et encore une fois, on ne déplace pas les enfants pour leur bien, on déplace les enfants parce que c'est plus pratique. Un nourrisson ne peut pas donner son consentement, ou même des enfants plus grands ne peuvent pas donner leur consentement. Et pourtant, c'est pas juste un déplacement physique. On vous change la météo, le climat dans lequel vous grandissez, on vous change la nourriture que vous mangez, on vous change la langue qui est pratiquée autour de vous, tout un environnement culturel. Et tout ça, ça peut aussi créer des traumas. Et on devrait juste, encore une fois, avoir considéré que ces enfants-là étaient des personnes et se dire, mais est-ce que moi, ça m'aurait plu que du jour au lendemain, on me déplace en Corée du Sud et que je doive tout réapprendre, que je vive une sensation d'isolement et puis une rupture aussi quand même très brutale avec une première vie. Et moi, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est de me dire, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu cette empathie-là ? On parle encore une fois beaucoup de bien-être, d'intérêt supérieur de l'enfant. Personne ne s'est mis à la place des gens qui allaient être adoptés et de ce que ça allait vouloir dire pour l'intégralité de leur vie. Oui, et vous pointez d'ailleurs aussi beaucoup l'impréparation des parents à l'adoption transraciale en fait. Il y a cette femme qui a adopté un garçon noir 3 ans plus tôt et qui vient vers vous à la librairie du Québec à Paris, il me semble, et vous faites une séance de dédicace et là, elle tient des propos qui vous heurtent. Oui, c'est pas tant que ça me heurte au sens vous voyez, que je suis triste, mais c'est vraiment que ça me choque parce que je me dis on est en 2018 et donc il y a encore des candidats à l'adoption ou des parents adoptants, fraîchement parents adoptants, qui peuvent tenir ce genre de discours. Et donc pour moi, racontez-nous peut-être parce qu'en fait moi je connais mais. Oui, bien sûr. Donc l'anecdote c'est que cette femme vient me voir à la fin d'une présentation de livre et elle me dit voilà j'ai une question, on n'est pas d'accord avec mon mari, lui il a peur qu'en grandissant notre fils veuille, donc ils avaient adopté un enfant noir récemment, et il a peur qu'en grandissant, notre fils cherche la compagnie des personnes noires et qu'il ait des mauvaises fréquentations. Et en plus, elle me dit ça, j'étais dans un espèce de demi-cercle avec des femmes noires, et donc là, je me dis, elle a tellement pas conscience de la portée de ses propos. Alors, elle avait au moins senti qu'il y avait un problème, contrairement à son mari qui, lui, était genre vraiment pleinement raciste, sans aucun souci. Mais du coup, je me dis, donc on place encore des enfants dans des familles qui, manifestement, n'ont pas de socialisation noire. Parce que ça veut dire que, moi, c'est ce que j'ai dit à cette dame, je lui dis, donc, je sais déjà que vous ne fréquentez pas de personnes noires en me disant ça. Elle me dit, oui, non, c'est vrai. Je dis, mais en fait, c'est pas possible. Je dis, vous êtes en région parisienne, vous avez adopté un enfant noir. Et en fait, si vous portez ce genre de préjugés sur les communautés noires, votre enfant va le sentir. Et donc, encore une fois, on peut pas réduire l'adoption à la question de l'amour. Ça veut rien dire l'amour. Si vous aimez juste votre fils et que vous tenez votre sac près de vous à chaque fois que vous croisez un noir dans le métro, ça va pas bien se passer en fait. Parce que ça veut dire qu'au fond, vous avez des préjugés racistes sur les personnes noires. Et donc ça veut dire que dans la préparation à l'adoption, on ne vous a pas posé précisément les questions qui font qu'on va pouvoir déterminer si vous êtes prêt ou pas et si vous êtes en mesure ou pas d'accompagner un enfant noir. Et ces questions, elles sont de plusieurs ordres. Et le problème en France, c'est qu'on ne veut pas aborder les questions raciales frontalement. Et donc comme en plus en France, l'adoption est gérée par les départements et qu'on a 101 départements, 101 départements sont une politique d'adoption. Donc dans certains départements, il va y avoir une préparation qui est effectivement très pertinente où on
va dire concrètement aux gens, est-ce que vous savez qu'avoir un enfant noir, ça veut dire apprendre à s'occuper de ses cheveux, etc., etc. Est-ce que vous savez que les garçons noirs entre 18 et 25 ans ont 8 à 10 fois plus de chances d'être contrôlés par la police? Qu'est-ce que vous allez faire la première fois que votre fils va être victime de profilage racial? On va leur poser des questions comme ça. Et donc là, ça va aussi forcer les candidats à l'adoption à se dire, bon, voilà, j'y avais jamais pensé, je n'ai moi-même jamais vécu le profilage racial, etc. Et puis donc, peut-être se préparer mieux ou être honnête et dire, écoutez, je réalise que nous ne sommes pas les personnes les mieux équipées pour accompagner un enfant noir, et il vaut mieux dire ça. Alors que dans les départements où on n'ose pas aborder les questions raciales frontalement, ben, qu'est-ce qu'on va dire aux candidats à l'adoption? On va leur dire, est-ce que vous êtes prêts à adopter un enfant de toutes les origines? Et quand on dit ça, les gens à qui on pose la question ont même éventuellement peur de passer pour des racistes, et ils vont dire oui. Et en disant oui, on ouvre la porte à la catastrophe. Parce qu'en fait, ils ne sont pas prêts. Ils n'ont même pas du coup évalué l'étendue de leur incompétence à accompagner un enfant noir, et quand cet enfant va arriver, ben, ça donne des rencontres surréalistes comme celle que j'ai eue à la librairie du Québec à Paris, et c'était en 2018, donc on ne parle pas d'un passé révolu de l'adoption, on parle d'un passé très proche, et cet enfant-là, ben, j'espère que cette dame elle va faire un parcours avant qu'il en souffre vraiment, quoi. Alors Emmanuel Caplin, c'est vous qu'on voit là à la toute fin de la bande-annonce. Ça commence maintenant. Et le docu, en fait, est un récit plutôt personnel, à la première personne. Comment vous avez fait ce choix? C'est arrivé très tard dans le processus, en fait. On a commencé donc c'était il y a 8 ans, en 2012. J'ai beaucoup travaillé avec la chef monteuse Anne-Marie Sangla, très en amont, pour aller à la rencontre de ces scientifiques qui avaient besoin d'avoir ces deux qualités un peu contradictoires, d'être à la fois très crédibles dans leur champ de travail et à la fois prêts à faire tomber la blouse blanche et à parler de manière intime, personnelle, de se rendre vulnérable à la caméra. Et on a commencé comme ça jusqu'en 2015, donc au bout de 3 ans que finalement on s'est dit on ne peut pas demander à ces scientifiques de jouer le jeu de l'intimité si nous-mêmes, si le réalisateur lui-même n'est pas dans ce parcours-là. Voilà. Et donc c'est en 2015 avec la naissance de mon fils que j'ai commencé à filmer des images à la maison et à faire rentrer ma vie personnelle. Mais finalement c'était une manière d'assumer quelque chose qui était là depuis le début, puisque ça a commencé par une sorte de carnet intime où j'écrivais mes ressentis par rapport à la question climatique, et ça m'a servi de base, c'était un peu ma petite cuisine interne avant d'aller voir les scientifiques pour poser des questions pertinentes justement sur les différents états émotionnels qu'on peut traverser avec cette question. Alors vous avez parlé des scientifiques justement, il y en a un qui s'appelle Richard Heinberg qui est fondateur du Post-Carbon Institute, et c'est lui qui dit une fois que tu sais, tu ne peux plus être le même. Et ça c'est donc une fois que tu sais, c'est le titre. Qu'est-ce que ça a changé chez vous une fois que vous saviez? Ça a changé beaucoup de choses en fait, c'est l'histoire du film, c'est l'histoire de quelqu'un qui est transformé par ses rencontres et par un certain savoir. Et donc je vais pas tout dévoiler, mais ce que ça a changé, c'est que j'étais par exemple de nature assez peu militante, et j'y suis arrivé par le film. Et il y a eu une sorte de truc un peu étrange d'aller-retour entre ma vie personnelle qui était de faire ce film et ce que je vivais dans le film et que je représentais, qui avait un impact sur ma vie personnelle, et je me suis retrouvé dans une sorte de spirale vertueuse, j'ai envie de dire, où des engagements qui n'étaient pas forcément des évidences pour moi le sont devenus. Alors vous parlez de spirale vertueuse, et en même temps dans le film vous parlez de savoir toxique, vous dites que l'impuissance vous tord les tripes parfois, et quand vous l'interrogez, l'ingénieur Jean-Marc Jancovici parle lui aussi d'angoisse. J'aurais bien aimé qu'on le voit, voilà. On le voit, c'est Jean-Marc Jancovici donc. Il y a un côté très angoissant, encore une fois, devoir abandonner une partie de ses prouesses, une partie de ses performances, une partie de sa liberté. C'est jamais quelque chose qu'on fait de gaieté de cœur. Mais le problème, c'est ça. C'est la confrontation à la limite, et le fait de découvrir qu'il y a une limite, de redécouvrir plus exactement qu'il y a une limite. Alors, découvrir ou redécouvrir qu'il y a une limite, ça donc c'est un peu le cheminement aussi que vous expliquez dans le film. Mais il dit aussi à un moment qu'il y a une partie de sa liberté qu'on doit abandonner. Donc, qu'est-ce qu'il entend par là, et qu'est-ce que vous comprenez quand il dit ce truc? Il y a plein de libertés qu'il va falloir abandonner. Le contrat social, c'est des libertés qu'on laisse de côté pour en avoir d'autres. Et je pense que il est grand temps de refonder le contrat social sur la réalité actuelle. En gros, depuis 200, 300 ans, on est dans une sorte de no limit. Tout est possible, on a toute l'énergie qu'il nous faut pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, et le monde est assez grand pour absorber les répercussions de l'utilisation de cette énergie. Et puis là, depuis, on va dire 72, si on parle du rapport Meadows, et puis c'est aussi la conférence de Stockholm qui va être suivie par Rome, Rio, etc.
si on se dit que ça fait depuis 30-40 ans, en fait, en gros, c'est une génération et demie. C'est ce qu'il faut pour que de nouvelles idées commencent à devenir des évidences et que des choses qui nous paraissaient grotesques, comme se questionner sur le nombre d'enfants, puisqu'on a les moyens de les avoir, pourquoi ne pas les avoir? Mais vous, du coup, par exemple, qu'est-ce que vous avez abandonné comme liberté, vous? Alors moi, j'ai eu la chance de beaucoup voyager pour mon travail et j'ai décidé vraiment de relocaliser la manière dont je vivais ce rapport au documentaire. Donc de plus prendre l'avion, de m'installer dans un village qu'on voit dans le film, qui est un village particulier mais qui est jamais nommé parce que c'est une parabole pour plus largement, je pense, tous ces gens qui essayent de s'enraciner dans un territoire et de retrouver un pouvoir d'agir sur leurs relations, sur comment est-ce qu'ils comment ils s'habillent, comment ils se déplacent, comment ils se nourrissent. Et donc je dirais que une des choses un des cheminements, c'est de revenir du global vers le local, tout en gardant cette ouverture aussi, évidemment. Alors, dans votre film, il y a un porte-conteneur de 18 000 camions sur lequel vous avez été, c'est ça, je précise, et il sert de métaphore. En fait, en gros, notre mode de consommation est totalement indifférent au sort de la planète, comme ce porte-conteneur est totalement indifférent aux éléments qui l'entourent, c'est-à-dire en gros les vagues, les tempêtes. Alors ça marche très bien dans le film, c'est super. Et en même temps, ça reste un peu à l'état de métaphore, dans le sens où à un moment vous parlez de globalisation, mais vous prononcez pas le mot capitalisme, je crois, pendant tout le film. Alors il est lu, mais il n'est pas dit. Ouais. Et pourquoi en fait? Enfin, je sais pas. Parce que c'est pas l'ennemi. Vous n'avez pas envie de le nommer. Parce que je pense que la notion de capitalisme est très vague. Alors qu'elle peut être très claire, mais dans la tête des gens, je pense qu'on a tous une perception assez différente. Et ce serait tellement bien s'il suffisait juste de faire disparaître le capitalisme. Le problème, la manière dont je le vois, c'est que c'est encore plus large que ça, encore plus problématique. Le problème, c'est le productivisme. Et le communisme, comme le capitalisme, sont des systèmes productivistes. Depuis 200 ans, on ne sait pas créer de la stabilité sociale sans croissance. Donc on a besoin du productivisme pour être dans un état de stabilité. Et le problème fondamental, c'est ça. Donc si on fait disparaître le capitalisme, très bien, mais pour l'instant, on n'a aucun système dit moderne, dans un idéal d'émancipation des peuples, qui nous permet d'avoir cette stabilité. Et dès que la croissance freine, alors on aime tous critiquer les gens qui sont pour la croissance, mais en fait, on est tous addicts, on ne sait pas faire sans. Donc je pense que c'est malheureusement, aujourd'hui, assez réducteur de dire le mot capitalisme, parce que tout de suite, on se dit, bon, c'est bon, il y a des alternatives. Et voilà, si je simplifie, il y a un peu deux discours autour du climat. Il y a le discours militant qui dit, il faut nous écouter, il y a un très gros problème, mais vous inquiétez pas, on a une très grosse solution en face, 100% énergie renouvelable, il suffit juste d'avoir le courage politique de prendre les décisions que ces poltrons au pouvoir n'ont pas le courage de prendre. Et puis un autre discours, on va dire des dirigeants, qui soient élus ou économiques, qui disent non mais nous sommes des gens responsables, qui savons ce que tout ça veut dire, et nous sommes très conscients que les gens ne sont pas prêts à faire les sacrifices nécessaires. Donc oui, on a un très gros problème, mais on n'a pas de très grosse solution en face. Donc on n'a pas de très gros problème. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Et je pense que la position du film, et je pense de l'art ou des artistes, c'est d'essayer d'avoir une parole qui essaie d'être plus nuancée, parce qu'elle n'a pas besoin de gagner des élections ou de faire grossir des mouvements, et de dire on a un très gros problème, et on n'a pas de très grosse solution. Et malgré ça, il faut qu'on arrive à en parler, parce que ça va mieux se passer si on en parle que si on ne parle pas. Alors, il y a des dirigeants qui ont des très grosses solutions, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, si on en croit par exemple cette série de tweets qui ont été postés hier par le président Emmanuel Macron, hier soir. Alors, le premier tweet dit plus 2,7 degrés à l'horizon 2100, ce scénario est dramatique. Et un autre tweet explique qu'il faut nous donner les moyens d'atteindre la neutralité carbone au niveau mondial d'ici 2050 en sortant du charbon et des énergies fossiles. Donc là, c'est super, on a plein de solutions, sauf que quand on regarde, ça vient quand même d'un président qui a enterré les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Est-ce que c'est quoi pour vous? C'est du cynisme? C'est du foutage de gueule? Honnêtement, comment vous le prenez ça? Moi, je pense qu'on a les élus qu'on mérite. Et je pense que les élus sont aussi courageux qu'on l'est, et ils seront aussi peu courageux qu'on l'est. Alors il y a 100 personnes, alors moi je suis à 100% derrière la convention, la CCC. On a essayé de reproduire ça au niveau local avec mon groupe Extinction Rebellion et d'autres, et des syndicats et des groupes Gilets jaunes dans le coin de Valence, pour essayer de faire descendre au niveau local cette confrontation à des
des informations compliquées et à une prise de décision et à faire des propositions et à être dans le concret. Donc je suis complètement pour le fait qu'on fasse descendre ces décisions au niveau le plus proche des gens et des territoires. Mais ce qu'on voit quand on fait ça, c'est qu'on arrive à des solutions qui sont, comme celle de la CCC, très ambitieuses, plus ambitieuses que ce qu'on a au niveau de nos élus, mais qui ne sont pas suffisantes non plus, comme le disait le Haut Conseil au climat. Donc on peut faire vraiment mieux si on met tout le monde à partie, mais c'est pas suffisant non plus. Donc je pense que chacun se regarde un peu en chaîne de faïence de savoir, ok, à quoi est-ce que mes électeurs sont prêts, qu'est-ce que nos élus sont prêts à entendre, et on peut se tirer vers le haut ou se tirer vers le bas. Voilà. Mais moi je jetterai pas la pierre parce que je pense que je repense à Nicolas Hulot quand il a démissionné et qui a dit mais où est-ce que vous étiez ? J'avais besoin que vous soyez dans les rues pour m'aider à faire passer des trucs un peu forts. Et puis là on s'est tous réveillés, on était tous dans la rue, bon il n'était plus là. Et voilà, comment est-ce qu'on fait pour être un peu synchrone là-dessus ? Et alors vous l'avez évoqué déjà, vous avez rejoint XR, Extinction Rebellion. Pourquoi eux et pas d'autres ? Et qu'est-ce qui vous a attiré particulièrement dans ce mouvement-là ? Ça, je pense que c'est juste le reflet de mon histoire personnelle. J'étais pas militant avant. Du coup, je suis devenu militant avec la naissance d'un mouvement. Il se trouve que ça s'est fait de manière assez surprenante. On était en campagne de financement participatif et on cherchait des gens, c'était en 2018, des groupes qui pourraient essayer de relayer l'information. Et je suis tombé sur Facebook, j'ai vu 3000 personnes bloquent 3 ponts à Londres. Je me suis dit, c'est qui, c'est fou. Et j'ai un peu creusé et j'ai découvert Extinction Rebellion. Et je me suis dit, mais c'est au niveau d'un mouvement exactement ce que j'essaie d'exprimer dans mon film de manière un peu confuse et peut-être maladroite. Et ça m'a énormément aidé à structurer ma pensée et à comprendre que vraiment ce que j'essaie d'exprimer, c'était un parcours intime ou plutôt un conflit interne qui peu à peu se prend une forme politique et s'externalise. Et finalement, Extinction Rebellion, si je l'ai choisi, c'est peut-être parce que c'est la première fois que j'avais la sensation qu'il y avait ce double discours de dire remettons-nous en question personnellement. Donc là, ça donne la place à l'individu, à ce qui se passe à l'intérieur. Et évidemment, il y a des problèmes systémiques et il faut s'attaquer à ce niveau-là aussi. Et de ne pas dire qu'il y a une priorité où il faut commencer par celui-là ou par celui-là. Les deux doivent se faire en même temps. Et c'est là où je pense qu'on peut se tirer vers le haut. Et vous n'avez jamais songé, par exemple, à, je sais pas, rejoindre un parti politique, enfin avoir une militance plus classique, on va dire politique, par exemple? Moi, elle s'est faite dans mon village, en fait. Ça fait pendant les 6 ans des municipales, j'ai dû passer un quart temps, beaucoup de temps à essayer de faire en sorte que les décisions qui étaient prises au niveau municipal, quand il y avait des enjeux comme le plan local d'urbanisme, quel type d'urbanisme on souhaitait, qu'il y ait de la transparence, qu'il y ait de la participation et de faire en sorte que le plus de citoyens puissent participer à la décision, même si parfois on a un peu l'impression d'accoucher d'une souris après tous les efforts. Mais voilà, moi ça s'est fait au niveau local. Et la primaire écolo, les présidentielles qui arrivent, enfin les élections présidentielles et législatives qui arrivent, ça vous intéresse ? Vous placez des espoirs dedans ou pour vous c'est pas là où ça se joue ? Non, alors c'est pas que c'est pas là que ça se joue, hein, c'est juste que moi personnellement je suis ça de très loin. D'accord. Juste parce que voilà, on est dans le jeu politique et il faut promettre des choses et je pense que des discours comme celui de Delphine Batho dans son bouquin aux dernières présidentielles, j'ai trouvé le livre très courageux et je serais très heureux de voir ces idées à l'Élysée, mais je ne pense pas qu'on y soit encore. Et je pense que si c'était le cas, ça demanderait un changement de culture extrêmement profond. Donc je pense que ça se joue au niveau de la culture, au niveau de la politique, au niveau des entreprises, et que voilà, moi j'ai décidé de travailler dans le milieu du documentaire et que c'est là que je me sens plus utile. Mais il y a ce terme décroissance qui est un débat depuis plus de 20 ans, 30 ans au sein de l'écologie. Ce qui importe, c'est à la fois, finalement, c'est ce qu'on met dedans.
Et évidemment, on est contre la croissance du PIB telle qu'elle se produit. Cette croissance du PIB aujourd'hui, elle est prédatrice sur le vivant, elle détruit le climat, elle crée des pollutions et des maladies chroniques insupportables. Et puis elle est porteuse d'inégalités à l'échelle mondiale, à l'échelle des sociétés. Donc cette croissance du PIB, on l'a toujours contestée comme indicateur de prospérité. Et nous savons, ensemble, tous les écologistes, qu'il nous faut décroître le carbone, les pesticides, sortir des pesticides, interdire le glyphosate. Il nous faut passer d'une logique de soins du point de vue de la santé à une logique de prévention des maladies. La malbouffe, je l'ai dit, la pollution de l'air, toutes les maladies chroniques qui se développent. Et donc, nous portons les mêmes réponses. Nous portons les mêmes solutions. Et ce qui a été fort chez Delphine Batho, ce qui a été fort aussi chez Éric Piolle, c'est ce travail collectif, cette concertation. Vous savez, je le dis depuis le début, puisqu'on ne pourra pas transiger sur le climat, sur la biodiversité, sur les solidarités. On ne pourra pas transiger. Il va falloir changer profondément nos modes de production, nos modes de consommation, sortir du jetable, du gaspillage, des pollutions, des prédations. Il nous faudra trouver un chemin de rassemblement des forces vives. Non mais bien sûr entre nous, je l'ai dit, mais des forces vives de la société, parce que si on n'associe pas tout le monde, s'il y a la moitié de la population, les 3/4 de la population qui bloquent ou qui ne comprennent pas le chemin que nous voulons engager, eh bien évidemment, on n'arrivera pas à atteindre ces objectifs climatiques ou de biodiversité. Aux personnes qui ont voté pour Delphine Batho. Derrière le concept de décroissance, il y a le concept il y a l'idée de ralentir et de ralentir notre système économique et social. Et je défends ça en fait. Après, je pense que il y a un débat sur le mot décroissance et pour le coup, voilà, je pense qu'on peut discuter. Il y a des discussions entre économistes sur est-ce qu'il faut utiliser décroissance ou pas, parce que quand on parle de décroissance, en fait, on parle de PIB et que l'idée c'est de sortir du PIB. Bon, mais l'idée de ralentir, ça par contre, elle est absolument dans mon programme. Absolument. Et c'est même le fer de lance de ce programme. Donc là, il n'y a pas de doute en fait. Il vous a pas échappé que nous avons mené un débat, y compris où nous nous différencions par exemple sur la question de l'écologie de gouvernement. Sandrine dit... Sandrine dit l'écologie de gouvernement, on a déjà fait, ça a échoué. Moi, je pense qu'on n'a jamais fait l'écologie de gouvernement. Quand Sarkozy a gouverné, a présidé, c'était la droite de gouvernement. Avec Hollande, c'était le socialisme de gouvernement. Avec Macron, c'est le libéralisme de gouvernement. Avec les maires, avec tous les parlementaires du Parlement européen, du Sénat, de l'Assemblée, avec tous les militants qui luttent au quotidien sur le terrain, j'étais avec des membres de la Convention citoyenne qui me soutiennent, qui me disent à quel point ils veulent que l'écologie accède aux responsabilités pour gouverner, en assumant l'exercice du pouvoir. Déjà, je continue à parler à des gens à qui la politique ne parle pas aujourd'hui. Et ça, ce que je constate, c'est qu'il y a quand même beaucoup de ces personnes qui aujourd'hui se sont détournées de la politique. On dit souvent que l'abstention est le premier parti de France. On regrette l'abstention à chaque élection, puis après on l'oublie savamment. Et donc là, l'idée, c'est de faire campagne pour ces personnes-là, avec ces personnes-là, et de créer cette espèce d'élan qui, à mon avis, manque dans la politique aujourd'hui. Et surtout dans le paysage de gauche et écologiste, et de créer cette dynamique qui nous emmène vers l'Élysée. Après, moi je dis qu'il y a des temps pour tout en politique, et en l'occurrence, je retiens des dernières élections que les écologistes ont gagné les municipales sur des campagnes citoyennes, et vraiment différentes, et finalement hors de la structure du parti d'une certaine manière, et ils ont perdu les régionales sur des accords de parti. Et je pense que moi je veux à la fin discuter avec tous les partenaires de gauche et essayer de faire une candidature unique évidemment, mais je veux dire, faut aussi mesurer ça. C'est-à-dire que c'est pas si simple que ça, il n'y a pas d'équation aussi évidente qu'on le présente parfois comme ça dans le débat en disant il suffit d'une candidature. Non, en fait il suffit